Bonsoir à tous. C'est un plaisir pour moi de vous accueillir à cette soirée de cérémonie de diplôme de la nouvelle version du DAS de Management en essai clinique et qu'on a la chance ce soir d'avoir la professeure Gisèle Pickering qui est pharmacienne, professeure en pharmacologie clinique et médecin au CIC de Clermont-Ferrand, qui est une spécialiste de gérontopharmacologie, de douleur dans le domaine de la gérontopharmacologie, et qui va nous parler de recherche clinique confrontée à la réalité des évidences naturalistiques, on va dire, quand les évidences sont mises à l'épreuve des essais cliniques dans l'efficacité des médicaments. Bon, merci Gisèle de venir nous rejoindre sur scène. Je vais te céder la parole. Bien, bonsoir à tous, à toutes et à tous. Alors, tout d'abord, merci d'être restés parce que je viens d'apprendre que vous aviez eu une pleine journée de méthodo. Donc, merci d'être restés pour cette conférence. Donc, je tiens tout d'abord à remercier Youssef, bien sûr, et professeur Jules Demeul pour cet accueil ici. Donc, je vais parler aujourd'hui de comment on peut améliorer finalement ce qu'on fait en recherche clinique pour avoir une recherche clinique de qualité. C'est pas toujours facile parce qu'aujourd'hui on est confronté à beaucoup de données, de littérature et traditionnellement on a tout le temps parlé des belles études randomisées en double aveugle versus placebo. On a tous appris ça. Nous, on a été élevés en tout cas à cela avec un petit p inférieur à 0,05. C'était un peu le gage d'une recherche de bonne qualité. Et puis aujourd'hui, on voit débouler les big data, les données de vraie vie. Et finalement, on se dit, finalement, qu'est-ce qui est bien dans tout ça aujourd'hui pour vraiment avoir une bonne évaluation aussi bien d'un médicament que pour des traitements non pharmacologiques. Alors, je vais commencer, je pense par cela, vous connaissez tous le niveau de preuve. Donc, ce qu'on va faire, là, on va parler un petit peu aujourd'hui. Je regarde si j'ai un pointeur. Oui. Non, on ne le voit pas ici. Non, je ne sais pas. Non, on ne se voit pas. C'est pas très grave. Donc, comme vous connaissez ça sur cette pyramide, on a bien sûr les méta-analyses et les revues systématiques en haut, et puis les essais randomisés en double aveugle versus placebo qui sont le garant d'une recherche de bonne qualité. Et puis, plus on va vers le bas, plus les études finalement sont de mauvaise qualité, mais néanmoins, il y a énormément de publications dans la littérature. Alors, on a cette connaissance des essais randomisés contrôlés, ce qu'on appelle Randomized Clinical Trials en anglais, les RCT. Et aujourd'hui, dans la littérature, on a beaucoup d'études en vie réelle. Alors, on les appelle Real World Evidence ou Real World Studies. Donc, on va les appeler RWE dans cette présentation. Il y a un point important, c'est que les RCT représentent quand même le gold standard de la recherche. On a cette randomisation, cette attribution au hasard, avec un groupe contrôle, un suivi régulier, une bonne observance, avec bien sûr des limites, mais sa grande force, c'est la validité interne. De l'autre côté, on a les données en vie réelle, c'est-à-dire on va en parler un petit peu avec des patients que l'on suit sur 1 an, 2 ans, sur des périodes assez longues, avec des patients avec leurs prescriptions de tous les jours. On n'a pas d'intervention à proprement dit, on peut en avoir si on veut, mais c'est dans la vie de tous les jours. Sur des durées qui seront plus longues, on va comparer à d'autres thérapeutiques, c'est possible. Souvent, il y en a beaucoup qui sont faites aujourd'hui parce que c'est rapide, et parce que c'est pas très cher. Alors que les essais randomisés double aveugle versus placebo, il faut que ça passe bien sûr aux autorités, ça demande un avis CPP, ça demande un avis des autorités de santé, et là on rentre dans un process qui est beaucoup plus compliqué, avec pas toujours des autorisations et souvent des investissements qui sont très très forts pour les laboratoires, avec aujourd'hui un retrait, en tout cas en France, puisque je peux parler surtout en France, mais en Europe de manière générale, un retrait des essais et des phases 1 en essais cliniques, avec une prépondérance quand même vers des essais de données en vie réelle. Donc, la différence majeure entre les deux, c'est vraiment pour l'un une validité interne qui est très forte,
pour l'hôte une facilité d'extrapolation avec une validité externe qui est vraiment sa force. Alors sur ce graphe que j'ai pris dans la littérature, sur la gauche on a les essais randomisés, sur la droite les essais en vraie vie. En fait, on voit très bien sur cette diapositive, d'un côté, on a une difficulté à extrapoler, parce que ce n'est pas parce qu'on a fait un essai clinique randomisé en double aveugle sur 20 patients, ou sur 20 volontaires, eh bien, qu'on va pouvoir extrapoler à toute une population. Par contre, les autorités de santé, pour l'obtention d'un nouveau médicament avec son AMM, on va se baser sur le RCT. Alors bien sûr, il y a des vieux médicaments qui sont passés entre les mailles du filet parce qu'auparavant c'était un petit peu moins contraignant. Je pense par exemple à l'amitriptyline qu'on utilise largement dans la douleur neuropathique en première ligne ou qu'on utilise aussi dans la fibromyalgie, pas en première ligne, mais il y a quelques études. Tout simplement parce que c'est des médicaments anciens. Il y a très peu d'études RCT, mais c'était l'habitude de prescrire et ça a permis leurs AMM. À droite, on a les études en vraie vie, et là, c'est moins l'intérêt d'avoir l'autorisation de mise sur le marché, mais ça va avoir un impact sur le tarif qu'on va pouvoir mettre. Quand les médicaments passent à la commission de transparence pour avoir leur taux de remboursement, c'est là où ça va être intéressant, et on est vraiment sur le long terme. Donc on est dans deux espaces complètement différents. Depuis une vingtaine d'années, on a vraiment une augmentation très importante du nombre de publications en vraie vie, dans tous les domaines. Donc là, j'ai pris cet exemple dans l'asthme et les problèmes pulmonaires, mais c'est dans tous les domaines, peut-être moins dans le domaine de la douleur, mais dans beaucoup de domaines médicaux ou même chirurgicaux, on a une augmentation du nombre d'essais, d'études en vie réelle. Alors ces études en vie réelle, elles ont beaucoup d'objectifs et elles permettent d'être beaucoup plus créatives finalement parce qu'elles vont permettre de décrire les conditions d'utilisation. Dans la vraie vie, comment on utilise ce médicament, comment on utilise ce dispositif médical. Ça va permettre aussi de sortir des scores d'utilité, d'avoir des scores économiques, d'avoir une vue aussi de l'impact sociétal, de mesurer le bénéfice-risque dans la vie réelle, de permettre de regarder la consommation des ressources. Donc il y a vraiment des intérêts aussi bien médicaux que socio-économiques d'utiliser ces études en vie réelle avec vraiment un impact qui peut être très intéressant sur l'organisation des soins. Donc on va très très loin, on va beaucoup plus loin qu'un essai randomisé. Donc sur ce schéma, finalement, à gauche, l'essai randomisé classique, l'essai clinique avec les traitements, avec les deux groupes de traitement, avec un groupe contrôle ou un médicament de référence, que vous connaissez, en prenant un échantillon représentatif de la population, et ça sera toujours des petites études. Et par contre, l'étude en vie réelle, où là, on ouvre vraiment et où on peut jouer à différents niveaux. On peut faire une vraie étude avec un vrai protocole, comme on fait dans un essai randomisé, ou on peut faire, on va le voir, au fil de l'eau, en prenant dans des registres ou dans d'autres sources. Donc ça permet, ces deux approches sont complètement différentes. Alors l'approche de gauche, ça a été l'approche de RCT, c'est une approche qu'on connaît depuis longtemps. Les études en vie réelle ont été pendant très longtemps assez moquées, parce qu'on estimait que ce n'était pas de la vraie science, parce que justement, c'était la force et le pouvoir, je dirais, des autorités de santé de se référer à des études randomisées qui étaient vraiment versus placebo, même si elles étaient sur un petit nombre. Alors, les données de vie réelle, d'où viennent-elles ? Alors, on peut vraiment imaginer beaucoup de choses. On peut faire une vraie étude, mais aussi on peut récupérer toutes ces données, et c'est vraiment l'intérêt des big data, dans les dossiers médicaux des patients, dans les données de remboursement. Donc là, il y a vraiment une source très importante. Par contre, dans les données de remboursement, il y a quand même des limites. On sait que c'est difficile de capter, bien sûr, l'automédication. Et puis, dans les données de remboursement, on sait les médicaments qui sont prescrits, on ne sait pas ce qui est pris par le patient. Donc, on est aussi là avec des limites. Néanmoins, ça permet d'avoir des bases de données qui sont de plus en plus importantes, avec des hubs qui maintenant gèrent tout ça. Les registres, donc ça, les registres sont les suivis de cohortes, sont des sources
très importante de données en vie réelle. Et puis, grâce aux objets connectés, à tout ce qui est portable, on a une multiplicité aujourd'hui de données. Et on en discutait avec Jules, finalement, aujourd'hui, on accumule énormément, mais on n'utilise pas tout encore. Et est-ce qu'on les utilisera bien? C'est aussi un problème, je pense, pour l'avenir, qu'il va falloir gérer. Alors très vite, bon, les bases de données, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. On a les bases de données, les enquêtes, les dossiers patients, les registres, j'en ai parlé. Il y a les essais pragmatiques. Les essais pragmatiques, ça reste quand même encore des essais, des vraies études, des vraies études dans des données de vie réelle, où on a deux interventions différentes, mais où on est dans du RCT light, je pourrais dire, et ça va permettre de comparer des interventions dans des circonstances qui sont cliniques, qui sont les mêmes. C'est assez ancien, on apprenait ça il y a très longtemps, les essais pragmatiques versus d'autres types d'essais. C'est tombé un peu en désuétude et là maintenant ça revient parce que finalement dans ces données de vie réelle on estime que les essais pragmatiques c'est un petit peu le pont entre l'essai randomisé et les données, les big data des données de vie réelle. Alors les approches de ces deux types d'études sont vraiment complémentaires. Aujourd'hui, lorsque vous demandez à un spécialiste sur quoi il va parier par rapport à la véracité de ce qui est annoncé, tout le monde va dire c'est sûr que l'essai randomisé en double aveugle versus placebo, c'est mieux qu'un essai en vie réelle. Néanmoins, l'essai en vie réelle, les données de vie réelle vont permettre aujourd'hui d'aller quand même plus loin. Au départ, ces données en vie réelle avaient mauvaise réputation parce que les statistiques n'étaient pas adaptées. Aujourd'hui, les statisticiens, depuis 20 ans, ont énormément travaillé autour de ça. Et donc, il y a une collection de données avec des cohortes qui sont bien calées, qui sont bien faites. On va le voir, des méthodes d'ajustement, c'est-à-dire qu'on va utiliser des méthodes d'ajustement pour faire comme si on était dans un essai clinique randomisé. Et on a aussi des moyens d'avoir une analyse clinique de qualité. On a aussi un suivi des patients de qualité. Et puis, on utilise énormément tout ce qui est intelligence artificielle, ce qui permet d'aider de plus en plus vers une médecine personnalisée. Je pense à Genève, vous êtes vraiment au top de ce qu'on fait en médecine personnalisée, je dirais, sur l'Europe en général. Et ça, c'est vraiment les points de l'avenir. Alors, aujourd'hui, on commence vraiment à considérer que les études en vie réelle, finalement, c'est quand même très bien, à condition qu'on tienne en compte aussi l'existence des essais randomisés. Alors, sur la droite, vous avez une petite image, je trouve que c'est toujours bien parce qu'on dit c'est garbage in, garbage out, c'est-à-dire que si on met des choses intéressantes dans la machine, on va avoir des essais intéressants. C'est pas la quantité, c'est la qualité de ce qu'on va mettre, c'est la qualité des cahiers d'observation, de ce qu'on relève auprès des patients. Et finalement, on peut avoir un diamant au niveau des datas et puis finalement tout perdre parce que ça a été maltraité. Ou au contraire, on peut avoir un modèle, et ça c'est le deuxième point qui est excellent, mais les datas de mauvaise qualité vont amener un résultat de mauvaise qualité. Ce qu'il faut voir, c'est que les données de vie réelle sont vraiment complémentaires des essais randomisés. C'est long, c'est plus long, c'est moins sélectionné. Ça va permettre de faire des choses différentes de ce qu'on fait dans un essai randomisé. Et le but de ce qu'on va faire aujourd'hui, ça va être d'essayer de combler l'absence de randomisation, parce qu'au départ, on ne prévoit pas de faire cette randomisation. Et on va faire un appariement avec, je pense que vous en avez parlé, différentes méthodes, dont les scores de propension. Alors aujourd'hui, dans une étude en vie réelle, à chaque fois, vous verrez le score de propension. C'est un petit peu aujourd'hui le gold standard, je dirais, dans les études de vie réelle. Et ça, c'est assez récent, puisque ça date d'une vingtaine d'années. Donc, je vais y revenir. Alors, l'intérêt, ça va être comment on peut rapprocher ces deux mondes. Un monde méthodologique très fermé, finalement, qui nourrit les méta-analyses. Toutes les analyses Cochrane, elles sont basées sur des essais randomisés.
il y a très peu de notions de données de vie réelle dans les Cochrane. Hein. On est vraiment sur des essais très, très fermés. Moi, j'ai participé, donc l'année dernière, on a fait sur 2 ans l'expertise INSERM sur la fibromyalgie. Et donc, on a fait une expertise INSERM qui est maintenant sur le site de l'INSERM que vous pouvez avoir en ligne sur la fibromyalgie. Il y a 900 pages. On était 12 experts. Moi, j'ai été chargée de m'occuper des médicaments et de la pharmacologie. Et en fait, la chose à faire, c'était de prendre en compte que les essais randomisés, en double aveugle, c'est-à-dire d'avoir des essais de bonne qualité. Et pourtant, dans la littérature, il y avait vraiment des suivis de patients fibromyalgiques qui étaient très intéressants en vie réelle. Donc il faut vraiment faire la part des choses. Avec l'essai randomisé, on est sur le haut de l'iceberg. Et pourtant, dans les études en vie réelle, il y a énormément de data. Il y a énormément de données, et plus on en aura, finalement, plus on pourra faire des corrélations, des appariements, etc. Donc, c'est un vrai challenge aujourd'hui, parce que ça reste 2 mondes qu'on essaie de rapprocher. Alors, comment faire pour que ces études, finalement, se rapprochent? Alors, on a, le point, ça va être de réduire les limites des études en vie réelle. Et ça, c'est vraiment le gros challenge, parce que finalement, c'est les critiques, c'est que les études en vie réelle, il y a beaucoup de limites. Alors, comme vous le voyez, on va parler de points qui sont complètement différents. Ça va être tout d'abord le problème de la sélection, hein, c'est-à-dire que la sélection des patients, c'est sûr qu'on va avoir des problèmes de biais de sélection dans les études en vie réelle. Il n'y a pas de randomisation, il n'y a pas de double aveugle. Souvent, on a le risque d'avoir ce qu'on appelle le biais d'immortalité. Hein, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais c'est la différence, hein, ce temps entre l'inclusion et l'intervention, hein, qui peut être quelquefois très long. Et ça, c'est un véritable biais. Et puis, ça peut être aussi des facteurs confondants par rapport à l'indication. Donc, sur la droite, vous avez finalement comment on peut faire pour trouver des solutions complémentaires. Et au milieu, vous avez vraiment les solutions. Et comme vous le voyez, sur les premiers items, finalement, ça revient à faire de la bonne recherche clinique, c'est-à-dire au jour le jour. Pour le statisticien, ça va être les propensity scores, c'est le dernier, et c'est là où on va avoir les scores de propension qui vont nous aider, finalement, à avancer sur l'analyse statistique et essayer de faire de ces études de données en vie réelle comme si c'était des essais randomisés. Alors, sur les premiers points, il y a énormément de littérature. Je ne vais pas rentrer dans tout ça. Beaucoup de biais dans toutes les études, des études en vie réelle. Il y a beaucoup de biais. Et comment les prévenir? Comment les éviter? Alors, il y a beaucoup de conseils pour éviter les biais de sélection, les biais d'information, tous les biais qu'il peut y avoir, hein, parce qu'on sait que quand on inclut tout venant les patients, on va avoir des grandes différences au niveau de l'âge, du sexe, de l'état de santé des patients. Et sur la droite, vous avez aussi d'autres, on va dire, problèmes qui peuvent se poser, en particulier la temporalité et la question toujours qu'on se pose dans les essais sur du long terme avec des données de vie réelle, c'est est-ce qu'on a vraiment bien enregistré les patients comme il fallait? C'est-à-dire, est-ce qu'on a inclus, puis ensuite on a fait l'intervention? Et ça peut sembler banal, mais dans la vie réelle, on peut très bien se dire, ce patient, je lui donne un traitement pour la douleur, et puis finalement, je l'inclus un petit peu après. Donc là, ce point-là, il est très important, parce qu'il peut y avoir vraiment des biais, et on va avoir des résultats qui peuvent être très difficiles à exploiter par la suite. Souvent, les traitements aussi sont guidés par les caractéristiques des patients. Bon, ça, c'est évident. Et donc, on a le risque d'avoir un facteur de confusion si on peut avoir des différences qui sortent statistiquement significatives, alors qu'en fait, sur le critère de jugement, alors qu'en fait, ça faisait partie d'un facteur confondant. Donc, ça peut être très flou. Et la méthodologie des essais, des études en vie réelle est vraiment en train d'être mise à plat. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant depuis quelques années. Et c'est pour ça qu'on en voit aujourd'hui dans des grands journaux et avec des études de très bonne qualité.
Alors, comment on fait pour rapprocher au niveau statistique? Alors, moi, je ne suis pas statisticienne, mais on travaille beaucoup avec les statisticiens. Et je pense que ces deux aspects, vous en avez peut-être entendu parler, l'analyse multivariée par régression logistique, hein, et puis le score de propension. Et aujourd'hui, c'est à la mode, hein, tout le monde a son score de propension. C'est une méthode d'ajustement, hein, qui en fait modélise la relation entre le traitement et les caractéristiques des patients. Le but, c'est d'avoir a posteriori, hein, des groupes de patients qui sont comparables. Donc c'est artificiel. Dans un essai randomisé, vous incluez et vous avez vos groupes comparables dès le début. Là, on finit l'étude et on va essayer de réajuster. Et ensuite, avec un traitement statistique particulier, avec des formules très complexes, on va arriver finalement à faire comme si on avait deux groupes. Et on va pouvoir avoir ainsi différentes évaluations qu'on représente comme ça. Ici, c'est avec des quintiles, mais on peut le représenter d'autres façons, par des stratifications, et on va pouvoir avoir des groupes. Par exemple, dans ce cas de la thrombose veineuse profonde proximale, des groupes de patients qui sont utilisateurs ou non utilisateurs d'anticoagulants. Et donc, ça permet ainsi, sur des grandes populations, d'avoir des représentations, hein, de la répartition du résultat, par exemple, d'un traitement. Alors là, ça semble assez facile. Alors, on se heurte quand même à un gros problème qui est la significativité. Alors la significativité, comme je le disais en introduction, on a pendant très longtemps considéré que les RCT, c'était ce qui était de mieux, et on était assez confiant quand le petit p était inférieur à 0,05. Alors on l'est quand même encore un peu, mais depuis une dizaine d'années, les statisticiens commencent un petit peu à se remuer parce que le petit p, bon, il date d'une centaine d'années, hein, c'est pas d'aujourd'hui, mais il y a quand même eu beaucoup d'histoires autour de ce petit p, parce qu'au début c'était Fischer, on connaît tous les thèses de Fischer, qu'il avait mis au point, mais pour lui c'était pas d'en faire le nec plus ultra des statistiques, mais ce petit p est devenu quelque chose d'international, ça a été plus vite que lui finalement. Et beaucoup de statisticiens le remettent en cause. Et depuis 10 ans, il y a vraiment une remise en cause. Il y a eu des papiers très intéressants dans Nature qui ont été publiés. Certains chercheurs qui ont considéré d'un côté qu'il fallait être plus strict et demander directement que le petit p de base ne soit pas 0,05 mais soit 0,205. Donc bon courage pour celui qui veut s'y attarder. Ou de l'autre côté, finalement, enlever complètement le petit p. Et ça, c'est quand même très intéressant parce que finalement, des statisticiens eux-mêmes ont trouvé que se baser une étude juste sur ce test statistique, c'était un petit peu compliqué. Certains ont appelé le petit p, l'ont considéré un moustique, c'est-à-dire que c'est celui qui vous embête la nuit, jour et nuit, et puis on ne peut pas s'en débarrasser. Finalement, il vous hante parce qu'il faut avoir 0,05. Et donc il y a eu beaucoup de petit p hacking, de petit p garbage, justement, c'est ce qui a été dit, c'est-à-dire que les statisticiens, un de nos collègues de Lyon dit qu'on fait toujours parler des statistiques et on les fait bien souffrir, et c'est vrai que les statisticiens peuvent vous sortir des petits p inférieurs à 0,05, je ne dis pas pour tout, mais c'est vrai que ça peut être assez facile de passer d'un 0,05 à un 0,049. Hein. Alors, ça fait poser beaucoup de questions. Et aujourd'hui, finalement, le petit p est un petit peu discrédité. On en parle beaucoup moins. Nous, on a publié un papier, on en parlait avec Jules Desmeules juste avant, dans Pain, il n'y a pas très longtemps. Et en fait, on nous a demandé, en baseline, c'est-à-dire au tout début, pour montrer que les groupes étaient comparables, d'enlever les petits p. C'est-à-dire qu'il faut que la méthode statistique intègre le fait que les groupes soient comparables. Alors, c'est des statistiques poussées, mais on a vraiment une évolution, c'est-à-dire qu'on n'a pas cette croyance dans ce petit p. Alors, on fait quoi à la place? Alors, aujourd'hui, l'idée, c'est d'aller vers l'intervalle de confiance et l'effect size, hein, la taille d'effet. Donc, idéalement, le petit p, mais on pourrait le mettre en parenthèse, parce que quand même, on s'en sert, hein, quand c'est de l'avant-après, il faut bien avoir des références. Mais ce qui est important, c'est d'avoir l'intervalle de confiance. Et aujourd'hui, les papiers de bonne qualité, ils ont le CI, hein, Confidence Interval,
ou bien l'odds ratio, ou bien l'effect size. C'est devenu quelque chose, je dirais, pratiquement d'obligatoire, et qui s'applique dans les deux, qui s'applique dans le RCT et qui s'applique aussi dans les données de vraie vie. Voilà, donc ce point de significativité, il est d'actualité. Je pense que ça va encore évoluer, à mon avis, mais ça reste quelque chose qui est très controversé. Et donc finalement, il y a eu beaucoup de discussions. Comment on remplace le petit p? Alors certains ont suggéré que ce serait bien de faire des études bayésiennes, très complexes, tout le monde ne sait pas les faire, ou alors d'utiliser le petit p, mais d'expliquer exactement comment on a obtenu ce petit p. Et je pense que c'est là aussi le problème, c'est que très souvent les statistiques, en fait, sont faites sur des modèles très précis, mais certains journaux, aujourd'hui, demandent que le modèle utilisé pour les statistiques soit fourni en même temps. Nous, ça nous est arrivé il n'y a pas très longtemps. Il a fallu fournir tout l'ensemble, la base de données, et comment ça a été traité, et ils ont refait eux-mêmes nos stats. Et ça, j'ai trouvé ça quand même... on pousse vraiment vers une excellence qu'on n'avait pas avant. Alors, néanmoins, dans la vraie vie et dans les données de vie réelle, il y a beaucoup de choses. Et souvent, il y a des informations qui sont un peu fallacieuses, parce que si vous avez données de vraie vie dans le titre de votre article, l'éditeur, il est assez content et souvent, il va vous ouvrir les bras un peu plus, ouvrir la porte un peu plus facilement. Alors, on voit beaucoup de journaux où on en parle. Alors là, je vous ai mis 3 exemples que je ne vais pas décrire parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais vous voyez, par exemple, sur le premier, on parle de real-world therapies. Mais en fait, c'est juste les médicaments qu'on utilise tout le temps, quoi. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est juste qu'il y a real world. Sur le deuxième, il n'y a pas de calcul de score de propension. Sur la troisième, il n'y a pas d'appariement ni score de propension. Donc, en fait, ce sont des études dans la vraie vie, oui, parce que ce n'est pas des études randomisées, mais ce n'est pas des études dans la vraie vie avec une bonne qualité d'analyse. C'est vrai que c'est difficile, et souvent, lorsqu'on se confronte aux essais randomisés et aux données de vraie vie, malheureusement, on peut trouver des résultats différents. Et ça fait un petit peu peur. Je vais vous donner 2 exemples. J'ai pris sur la gauche un exemple d'une méta-analyse dans l'utilisation des AINS entopiques dans les douleurs chroniques ostéo-articulaires. Donc, c'est de la belle littérature méthodologique, Cochrane, qui montre que c'est efficace. Bon, ça, on le savait déjà un petit peu, parce que c'est dans toutes les recommandations. Néanmoins, il y a eu une étude par des collègues parisiens qui ont fait vraiment une étude en vraie vie et qui montre les mêmes résultats. Donc là, on a d'un côté et de l'autre des résultats qui sont positifs. Ça, c'est assez réconfortant, je dirais, pour aller plus loin que les recommandations. Parce que les recommandations que l'on a aujourd'hui, très souvent, à part dans les consensus, mais les vrais guidelines, par exemple, que l'on fait, on les fait à partir des RCT. Alors que les consensus ou les consensus d'experts, souvent, sont faits non seulement avec les RCT, mais aussi avec des données de vraie vie. Donc le fait d'avoir une concordance dans ces 2 domaines, c'est quand même quelque chose de très positif dans l'utilisation des AINS entopiques. Donc ce n'est pas des médicaments très puissants, donc c'est assez réconfortant néanmoins de trouver la même chose. Je vais vous donner un autre exemple qui vient de mon service en fait, sur 2 études. On a sur la gauche une étude qui est parue l'année dernière, qui est dans anesthésiologie. C'était un essai clinique randomisé. Sur la droite, c'est une étude en vraie vie. Alors nous, à Clermont, on travaille beaucoup sur la douleur. Et donc, moi, je travaille depuis longtemps sur le récepteur NMDA et la kétamine. Et comme vous le savez, si vous avez déjà travaillé dans des services de douleur, alors en Suisse, je ne sais pas l'utilisation de la kétamine, on en parlait un petit peu, parce que vous n'avez pas exactement, vous avez aussi de la S-kétamine, nous on n'a pas de S-kétamine, mais dans les services de douleur en France, chez des patients qui ont une douleur chronique réfractaire à tous les autres traitements, il y a souvent des perfusions de kétamine. L'expérience des collègues en France montre que ça marche, entre guillemets, chez beaucoup de patients. Puis en discutant avec les autorités, elles ne voient pas ça du tout du même œil et elles estiment que c'est un stupéfiant
qu'il y a un risque d'addiction, que ça coûte cher à la sécurité sociale quand les patients sont hospitalisés. Donc on a eu au cours des années dernières énormément de controverses, énormément de discussions avec le remboursement au niveau français de ces cures de kétamine chez les patients. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit on va faire au départ un essai randomisé sur lequel je vais revenir, qui a montré en gros des résultats pas très positifs. Néanmoins, on avait vu dans notre pratique clinique que ça pouvait marcher et on a fait une étude en vraie vie et là on a montré que ça marchait. Et ça, je vais vous montrer un petit peu la manière finalement à quoi on arrive. Alors tout d'abord, on est parti de cette idée, on a fait la littérature, donc la belle littérature Cochrane, RCT. On a fait, avec une de mes thésardes, Alexandrine Corrigé, on a fait toute la littérature. On a sélectionné que les essais cliniques randomisés, double aveugle, parallèles, croisés versus placebo ou médicaments de référence. Donc c'était très bien, ça n'avait jamais été fait. Et vous voyez cette différence, vous voyez en orangé, ça ne marche pas, et en bleu, ça marche. Donc quand même des résultats qui ne sont pas très uniformes, qui font que lorsqu'on arrive aux autorités de santé en disant ça marche toujours, non, ça ne marche pas toujours, et l'autorité de santé, pour pouvoir rembourser, veut que ça marche tout le temps. Donc suite à ça, on s'est dit on va faire un essai, nous, en local, à Clermont, avec le Centre de la douleur. Et donc, si vous pouvez aller voir sur YouTube, on a pu publier un petit peu une explication de ce qu'on a fait. Juste brièvement, un essai randomisé, je dirais classique, avec 3 bras, d'acétamine ou de la kétamine avec du magnésium, parce que le magnésium est censé avoir un effet potentialisateur sur la kétamine, et un groupe placebo. Donc, très rassurant au niveau de l'organisation, monocentrique, chez des patients naïfs de kétamine qui, en fait, ont plusieurs visites et prennent à tour sur trois phases différentes le médicament en aveugle. Le résultat était extrêmement décevant. Ce qu'on a pu montrer, c'était là vous avez la surface sur la courbe avec placebo du soulagement, avec placebo kétamine magnésium. Vous voyez, ce qu'on observe tout d'abord, c'est une hétérogénéité incroyable selon les patients. On est arrivé à sortir, c'est pour ça que je le disais, on avait du 0,49 ou 48. Donc c'était vraiment la revue anesthésiologie nous a demandé quand même de tout refaire. On est quand même retombé sur ça, mais ils ont estimé qu'avec 0,049, on n'était pas loin du 0,05, mais quand même, c'était pas flagrant. Donc globalement, à une semaine, très peu d'effet de la kétamine, pas d'effet du magnésium potentialisateur, alors que ça a été montré depuis des années. Et à 5 semaines, pareil, et pas d'effet du tout, pas de différence versus placebo. Par contre, la chose qu'on a pu sortir au milieu de tout cet ensemble très décevant avec des choses négatives, c'était finalement qu'on avait plusieurs profils de patients répondeurs. Ça, c'était quand même très intéressant, parce que ça veut dire que tout le monde ne réagit pas de la même façon à la kétamine, alors pour différentes raisons, pharmacogénétiques ou bien santé générale, enfin on peut vraiment en discuter beaucoup, ou comédication. Donc ça a été publié, le RCT, qui donnait ainsi des résultats qui n'étaient pas très encourageants. Donc, on s'est dit, on va quand même continuer parce qu'on a quand même des patients qui se sentent vraiment soulagés. Donc, on a lancé une étude, il y a 3 ans, une étude qu'on a appelée OCAPI sur la France. On a collaboré avec 30 de nos collègues des centres, donc des services de douleurs chroniques sur toute la France, qui ont tous collaboré. Et donc, on a inclus 585 patients avec une douleur chronique réfractaire, donc qui était suivie dans les centres de la douleur. On a donc, ça a été un travail de titan, je dois dire, parce que les équipes du CHU ont vraiment travaillé, les ARC, les attachés de recherche clinique, les étudiants, tout le monde a beaucoup travaillé. En fait, on avait donc ces patients qui recevaient de la kétamine dans le cadre de leurs soins, donc c'est comme une étude en vie réelle, et on les appelait chaque mois pendant 1 an
pour voir finalement beaucoup de choses, c'est-à-dire la douleur, la qualité de vie, l'addiction, enfin il y avait beaucoup de questionnaires. Et ces patients-là, on les suivait pendant 1 an. Alors, il y avait plusieurs groupes. Il y a des patients qui avaient qu'une prise de kétamine, et puis il y a des patients qui avaient plusieurs prises de kétamine. À ce jour, on n'a analysé que ceux qui ont eu une prise de kétamine. On a quand même des patients qui avaient jusqu'à 12 prises de kétamine par an. Hein. Donc, ça veut dire, chaque mois, ils venaient dans leur centre de la douleur pour avoir une prise de kétamine. Donc, c'est là où on peut s'inquiéter du risque d'addiction. Mais ça, c'est une autre chose. Et les résultats qu'on a eus, alors on a fini donc les premiers 256 patients avec une prise de kétamine et directement on a vu qu'il y avait une diminution de la douleur qui se maintenait dans le temps. Alors ça semblait complètement paradoxal avec ce qu'on avait trouvé dans l'essai randomisé, parce que c'était tout le contraire. Donc on a réfléchi un peu comment on pourrait faire et on a réfléchi à présenter ça sous forme de trajectoire. C'est-à-dire la trajectoire du patient douloureux avec différents types de douleurs et comment il va répondre. Et comme vous le voyez, on s'est retrouvé avec des groupes différents. Les patients qui avaient une douleur neuropathique, c'était aussi ceux qui étaient les moins anxieux, qui avaient une douleur quand même en moyenne autour de 5, donc ce qui n'est pas négligeable, qui étaient quand même un peu moins déprimés que les autres, avaient une meilleure qualité de vie, et c'est ceux qui répondaient mieux, en fait, qui avait un soulagement supérieur par rapport aux autres. On avait un groupe intermédiaire, finalement, qui bougeait très peu, qui était autour de 6-7, et surtout, et nous, ça nous a permis vraiment d'avancer sur la prise en charge de la fibromyalgie, parce qu'il y a beaucoup de centres ont des patients, comme vous le voyez, 49% des patients dans les centres étaient fibromyalgiques qui recevaient de la kétamine, et en fait, ces patients-là ne sont pas du tout améliorés. Donc ça nous a permis sur juste le type de douleur. Alors on est en train de faire d'autres analyses qui sont sur l'anxiété, sur plein d'autres paramètres. Ça nous a permis, en vie réelle, de faire finalement différentes trajectoires. Donc ça nous a permis de dégager des différents profils de répondeurs aussi, selon le type de douleur que les patients avaient. Donc on a pu arriver, grâce à la conjonction des deux, finalement, à établir le fait que la réponse à la kétamine n'est pas universelle, c'est-à-dire qu'on va avoir des groupes, des sous-groupes, des sous-types de patients qui sont répondeurs, dans ce cas très particulier de la douleur neuropathique réfractaire aux autres traitements. Donc on est arrivé à avoir cette condensation, je dirais, de ces deux grands types de techniques, alors qu'au départ, on avait des résultats qui étaient complètement paradoxaux. Voilà, donc c'était pour vous donner un petit peu des exemples où on peut avoir des résultats négatifs dans les RCT, mais ça ne veut pas dire que ça ne marche pas dans la vraie vie. Et je pense que ça nous fait nous poser beaucoup de questions sur des médicaments qui n'ont pas été, sur des essais cliniques qui n'ont pas été publiés parce que les données étaient négatives, mais ça ne veut pas dire que ces médicaments ne marchent pas dans la vie réelle. Je pense que ça nous permet aussi de réfléchir et d'aller un peu plus loin. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans l'avenir ? Alors, comment rapprocher tout ça ? Alors, il y a plein de nouvelles techniques qui ont émergé depuis 10 ans, donc je pense qu'on vous en a peut-être parlé, on va vous en parler. On a ce qu'on appelle les essais randomisés en cluster, où on décide a priori que tel centre va faire telle technique ou va donner tel médicament. Donc ça, c'est très intéressant. Ça permet vraiment de privilégier des techniques très particulières. On peut avoir des essais randomisés, donc ça se développe beaucoup. Il y a les essais randomisés pragmatiques qui reviennent à la mode, et aujourd'hui, on a une randomisation dans ces essais dans la vraie vie. Donc c'est vraiment très intéressant. On les voit ressurgir, on les gardait un petit peu en stock avant, mais ça revient vraiment sur le devant de la scène. Dans les perspectives, il y a bien sûr beaucoup de choses sur les PROMS, vous en avez entendu parler, les Patient Reported Outcome Measures, tous les recueils qu'on peut avoir, les objets connectés. Sur la droite, vous voyez ces différentes techniques, tous ces algorithmes aujourd'hui qu'on peut faire grâce au big data, les études en réseau de nœuds, vous en avez peut-être entendu parler, c'est très intéressant. Quand, par exemple, on a des médicaments qui sont testés versus placebo et qu'on a plein d'études qui sont versus placebo, mais où on a 0 étude, un médicament versus un autre médicament, on peut faire ce qu'on appelle des études en réseau de neurones. Et en fait, ce sont des méthodes statistiques
qui permettent de voir finalement si tel médicament versus tel autre peut avoir un effet antalgique, par exemple, ou un effet statistiquement intéressant. Donc, il y a beaucoup de choses qui se développent. Et puis, l'intelligence artificielle, aujourd'hui, elle est dans beaucoup de domaines et va permettre de faire tout ça. Là, j'ai juste pris un exemple d'utilisation avec, finalement, un remixage de tous les essais et de toutes les revues systématiques. On fait du big data, on fait des algorithmes, mais on utilise vraiment cette intelligence artificielle qui va permettre de sortir finalement peut-être des caractéristiques du patient, peut-être des sous-groupes de patients. Et ça, c'est vraiment passionnant, je pense, pour l'avenir. Alors, combiner ces deux approches, oui, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est d'accord. Et ça, c'est un gros progrès. Il y a 10 ans, on mettait les données de vraie vie à la poubelle, on était encore avec les RCT. Là, aujourd'hui, c'est plus apaisé, tout l'ensemble. Beaucoup de papiers disent qu'il faut essai randomisé plus essai de vraie vie. Par exemple, dans la douleur post-zona, il faut les deux. Et ça, c'est très intéressant, parce que pendant très longtemps, nous, on a vraiment galéré pour faire des essais cliniques randomisés dans la douleur neuropathique, très difficiles, des patients très hétérogènes, des résultats très mauvais en général. Et puis finalement, on se rend compte dans la vraie vie, certains médicaments marchent. Donc aujourd'hui, combiner les deux va permettre certainement d'arriver sur d'autres thérapeutiques. Et ça s'étend même au non-pharmacologique. Il y a même des papiers où on dit qu'il faut essayer de faire des essais randomisés, cliniques, même si elles sont difficiles dans le non-pharmacologique, là c'est l'exemple de l'acupuncture, et de faire de la vraie vie aussi. Par exemple, dans le non-pharmacologique, on ne faisait que de la vraie vie avant, parce que très difficile de faire un essai randomisé. Donc ça permet de moduler. Dernier point, j'ai trouvé ce papier très intéressant. Alors, c'est un papier qui date de 2016. Bon, il n'est pas très ancien. Et c'est « Why not just live together ?» Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un slogan qui a été repris par certaines marques. Et je trouve que c'est assez sympa. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il ne faut pas juste penser bon essai clinique, gold standard, RCT. Il faut ouvrir un petit peu. Il faut aussi avoir l'esprit critique, et je pense que c'est ça qu'il faut qu'on développe pour faire de la médecine, pour faire de la recherche clinique de bonne qualité. C'est plutôt l'esprit critique. C'est peut-être ce qui nous a manqué aussi pendant des années, c'est-à-dire chaque fois qu'on lit une étude, de ne pas penser que c'est le Graal et que c'est le nec plus ultra. Il y a peut-être quelque chose qui est faux dedans, il y a peut-être une significativité qui sort statistiquement significative, mais au niveau clinique, ce n'est pas pertinent. Il y a eu, par exemple, je me souviens, le Qutenza, que vous connaissez, enfin, il ne faut pas le nommer, donc c'est plutôt la capsaïcine en patch, 8%. Lorsque c'est paru dans le Lancet, la différence versus placebo, c'était autour de 0,8 sur l'échelle de douleur. En pratique, une différence de 0,8 en douleur, est-ce que c'est pertinent au niveau clinique ? C'est toute une discussion. Toujours est-il qu'aujourd'hui, ce médicament, il est très utilisé dans le neuropathique et il sert bien, et il sert beaucoup. Il y a beaucoup de patients qui sont très soulagés. Alors que finalement, on était sur une pertinence clinique qui était très légère à l'époque, même si ça sortait au niveau significatif. Donc il faut se méfier des statistiques, mais en fait, il faut les aimer pour permettre aussi d'avancer et de mieux comprendre. Donc pour finir... Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette démonstration. Je pense qu'en plus, en s'intégrant dans le diplôme que vous avez, dans cette formation particulière, nous, ce qui nous importe beaucoup, c'est la rigueur. On l'a vu, la rigueur, il faut la rigueur dans les statistiques, il faut la rigueur dans la sélection des patients, etc., dans des belles datas. Et ça, je pense que c'est très important. Mais je mettrai vraiment sur le même niveau l'esprit critique, parce qu'aujourd'hui, il faut, chaque fois qu'on lit un article, se dire, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas dans cet article. Moi, c'est comme ça que je le regarde maintenant, parce que finalement, on sait les dessous qu'il peut y avoir, mais en même temps, il faut regarder ça de manière positive aussi. Ce n'est pas pour casser l'ensemble. Et je pense que ce qu'il y a aussi, c'est toute la créativité. Et le fait de pouvoir faire des essais cliniques randomisés dans un monde où on peut faire des big data, je trouve ça vraiment formidable,
très stimulant. Et puis je suis heureuse finalement de terminer sur ça, parce que sur un jour où finalement vous allez avoir un diplôme qui va vous permettre d'aller à ce niveau-là, je trouve qu'on est tellement bien aujourd'hui dans ce système, plutôt que d'être dans ce système figé d'un petit P et puis d'un RCT tout maigrichou. Donc voilà, je vous souhaite bon courage pour la suite, et puis voilà, développer ces 3 aspects, mais pour moi la créativité, ça reste quand même le plus important. Merci.